Bonjour à tous, merci d'être là cet après-midi. Je vais vous présenter un travail de recherche que j'ai effectué sur la figure des slasheurs de la culture. Mais avant de vous le présenter, il faut quand même que je vous explique pourquoi j'ai fait ce travail-là. Et la raison pour laquelle je me suis lancée dans ce travail, c'est parce qu'il y a une petite décennie, on m'a dit une phrase que je vais vous présenter et qui a en fait influencé tout le reste de mon parcours professionnel. À cette époque-là, quand on me la balance au visage, j'ai 18 ans, je suis apprentie au musée du Louvre depuis quelques mois. Je suis absolument ravie du poste que je viens de décrocher. Et en parallèle de ce travail-là, je suis aussi très investie bénévolement dans des associations dans le sud Ardèche. Et donc là-bas, je trie les poubelles sur des festivals et je m'occupe de l'accueil artiste dans des salles culturelles. C'est quelque chose que je fais de manière très sérieuse, puisque avec ma maman, nous préparons des gâteaux la veille de tous les concerts pour éviter d'acheter des biscuits au supermarché. J'y mets à peu près tout mon argent de poche et j'y passe à peu près tous mes étés aussi. Et donc cette phrase, ma patronne me la balance parce que je viens de lui demander mon vendredi off pour aller faire du bénévolat sur un concert. Donc je ne vous cache pas que quand on vous dit un truc comme ça à 18 ans, que vous êtes dans un des musées les plus visités du monde, ça sèche un peu l'enthousiasme. Et bon, sur le coup, je ne l'écoute pas trop. Je me dis que de toute façon, j'adore ce que je fais et puis que c'est une vieille conne, donc c'est pas grave, je continue. Mais il n'empêche que cette phrase, elle me rentre dans la tête, d'autant qu'elle me la prononce plusieurs fois, puisque je continue à lui demander mes vendredis pour aller faire du bénévolat. Et je finis par me convaincre qu'effectivement, je ne serai jamais prise au sérieux dans ma vie professionnelle si je continue à faire plusieurs choses. Je vais même reprendre mes études pour choisir laquelle de mes activités professionnelles je vais abandonner. Aujourd'hui, j'en ris, mais il m'a quand même fallu 10 ans pour m'en remettre de cette phrase. Donc aujourd'hui, j'ai raté ma vie, selon ces critères, puisque je travaille dans la salle où vous vous trouvez actuellement, à Stéréolux, où je m'occupe de la billetterie, des relations avec le public. Je suis également programmatrice pour un salon professionnel à Nantes, où je programme un espace consacré au développement durable. Donc j'ai bien gardé le tri des poubelles dans mon activité. Et par ailleurs, je forme au métier de la commercialisation pour 2 formations. Le mémoire maintenant. C'est donc un mémoire que j'ai réalisé puisque j'ai repris mes études l'année dernière à Dauphine, que j'ai rendu cette année et qui m'a valu d'être diplômée. Avant de rentrer dans le détail de cette étude, il faut quand même que je vous fasse un rapide état des lieux sur le travail de manière générale, sur l'emploi culturel plus précisément, et sur ce que c'est qu'être un slasher. Le travail de manière générale, j'ai essayé de vous le résumer, puisqu'en 20 minutes c'est quand même un peu short. Le mot-clé temps partiel. Le temps partiel explose dans le travail aujourd'hui. De manière générale, le volume de temps de travail salarié depuis une dizaine d'années baisse de manière continue et assez irrémédiable. Aujourd'hui, 70% des salariés en France travaillent à temps plein en CDI. Si on enlève les fonctionnaires de ce volume-là, on passe à 58%. On compte à peu près 16% de personnes qui travaillent à temps partiel aujourd'hui en France. Et de manière générale, le salariat en CDI à temps plein comme principe universel de recrutement, c'est fini depuis 2004. C'est l'INSEE qui le dit. Évidemment, si vous souhaitez retrouver toutes ces sources, elles se trouvent dans mon mémoire. Le deuxième mot-clé, bullshit job, c'est un terme que les anglo-saxons ont inventé pour définir le travail idiot, inutile, aussi bien pour la société que pour les individus qui le pratiquent. Et je vous ai indiqué ce terme-là, puisqu'en fait, le travail inutile et le travail qui rend malade, le bore-out et le burn-out, est de plus en plus contesté dans la société. À une époque, c'était très isolé comme discours. Aujourd'hui, on le retrouve dans la plupart des grands médias et on le retrouve jusque dans l'Assemblée nationale qui a tenté de faire passer une loi sur le bore et le burn-out l'année dernière. On peut aussi faire un lien avec la question du principe du revenu universel, qui peut paraître anecdotique, mais qui a quand même été proposé par un candidat à la présidentielle, et qui est en test aujourd'hui, en phase de test dans plusieurs pays du monde, pays développés comme pays sous-développés ou en voie de développement. Donc c'est une idée sérieuse, c'est pas juste une utopie aujourd'hui dans le monde. Le freelance, pour vous parler du travail de l'emploi non salarié de manière générale, cet emploi non salarié, il augmente constamment. Entre 2006 et 2011, il a enregistré une progression de 26%, donc on est sur une dynamique très forte, et c'est évidemment en lien avec la création du statut d'auto-entrepreneur en 2008. Et enfin, le numérique.
puisque les possibilités offertes par le numérique contribuent, et vous le voyez tous dans nos domaines, à distendre les rapports spatio-temporels entre les individus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut travailler de n'importe où, à peu près n'importe quand, et sans forcément être physiquement présent dans son collectif de travail. Quelques chiffres là-dessus, enfin un qui est assez éloquent. Aujourd'hui, il y a 16% de salariés en France qui télétravaillent. Donc on peut quand même en tirer la conclusion que le travail à la papa, du lundi au vendredi, avec des horaires fixes, des horaires de bureau, évidemment, un lieu de travail précis et unique, en fait, ça n'existe plus. Ou en tout cas, il faut qu'on le sorte de nos imaginaires collectifs comme la norme du travail, puisque ça ne l'est plus, très clairement. Et ça ne l'est plus non plus au niveau européen, puisque quand on considère les statistiques européennes, on a 20% de télétravailleurs en 2009, ce chiffre a augmenté depuis. On a 19% de personnes qui travaillent à temps partiel. Ce chiffre-là, il date de 2016, donc il est tout frais. Et on a déjà 23% de personnes au niveau européen qui travaillent le dimanche. L'emploi culturel à présent, donc pareil, quatre idées principales. L'hyperflexibilité, je ne vous apprends rien, nos secteurs sont de manière systémique liés à des contraintes d'hyperflexibilité. Sur le personnel technique, ça donne 40% de personnes embauchées en contrat court. Quand on parle des artistes et qu'on considère leurs chiffres, c'est 75%. Évidemment, en France, essentiellement sous le principe du contrat à durée déterminée d'usage. Les bas salaires, pour vous donner un chiffre assez éloquent, en 2009, le salaire moyen dans le spectacle vivant, c'était 5 700 € contre 10 511 € en général. Donc on n'est pas des riches, hein, clairement. Le terme du sous-emploi, je ne sais pas si vous le connaissez, le principe du sous-emploi, c'est pour une personne le fait d'être disponible pour un certain volume de travail, mais ne se voir proposer un temps de travail qu'inférieur à cette somme-là. Donc avoir un temps sur lequel on aimerait travailler, mais où on ne peut pas le faire. Et donc ce sous-emploi, dans notre champ, il concerne 40% des salariés. En considérant le temps partiel, on passe à 26% dans le secteur de la culture. Et pour vous dire, on est juste derrière la grande distribution. Donc symboliquement, on est quand même sur des chiffres qui parlent. Pour finir sur deux choses peut-être un peu plus positives concernant notre domaine, le nombre de personnes qui déclarent leur activité principale comme étant celle de la culture a doublé en 20 ans. On est passé d'à peu près 350 000 personnes à 700 000 en 2011. Dernier élément notable, la sociologie du spectacle et de la culture en général possède deux caractéristiques qui peuvent paraître contradictoires, mais qui en tout cas ne le sont pas dans notre domaine. La population salariée du domaine du spectacle est plus jeune que celle de la population active de manière générale, mais on est aussi le secteur qui garde le plus longtemps en emploi ses salariés. Donc on les prend très tôt et on les garde jusque très tard. Un petit point sur la pluriactivité à présent, puisque souvent dans les études, les deux situations sont mélangées, et ce qui nous empêche d'avoir des statistiques très précises sur la figure du slasher. La pluriactivité, ça correspond à deux phénomènes distincts. Le fait, d'une part, d'exercer son emploi auprès de plusieurs employeurs, donc c'est le cas classique de l'artiste-interprète ou du technicien. Le cas par ailleurs des personnes qui cumulent plusieurs emplois et souvent plusieurs situations administratives de travail. Donc là, on est chez les slashers. Et puis pour certains d'entre vous qui sont présents dans la salle, en fait, vous êtes des cumulards, c'est-à-dire que vous êtes à la fois dans la pluriactivité d'employeur et dans la pluriactivité d'emploi. Pour vous donner deux chiffres assez parlants concernant la culture, une personne sur deux dans notre domaine travaille au moins 1 heure en dehors du secteur, et une personne sur 10 cumule plusieurs fonctions à l'intérieur du secteur culturel. Donc on est vraiment sur un phénomène très important dans notre domaine. Est-ce que la pratique de la diversification professionnelle est innovante? Pas du tout. Ce que vous voyez ici, c'est le port de Dieppe, au Moyen-Âge, dans lequel on trouvait déjà des pêcheurs qui étaient contraints ou qui choisissaient de se positionner sur des pratiques de diversification. Ils avaient en gros 6 semaines de période de pêche au hareng
Et puis le reste de l'année, il fallait bien gagner son pain. Donc certains décidaient d'attaquer les bateaux des autres. C'est une forme de diversification. Et pour les autres, en fait, ils faisaient un petit peu comme nous, c'est-à-dire qu'ils diversifiaient autour de leur activité principale en se lançant dans des activités de commerce du poisson qu'ils avaient pêché, mais aussi dans des fonctions administratives autour de la pêche, et pour certains jusqu'à des fonctions politiques. Le portrait robot aujourd'hui d'un slasher, si on pouvait le résumer ainsi, ce serait déjà qu'il s'agit de slasheuses, puisque 54% des slasheurs sont des femmes, qui sont donc la plupart en CDI dans leur emploi principal et qui, à 85%, travaillent dans le secteur tertiaire. En dehors de ces trois critères distinctifs, la figure du slasher, ça touche absolument tous les âges, toutes les catégories socio-professionnelles. Donc l'idée selon laquelle cumuler des métiers différents, ce serait un truc de bobo, en fait, ça n'existe pas. Dans les chiffres, ça n'existe pas. Et ça concerne également tous les âges. On trouve des slashers de très tôt dans les parcours professionnels jusqu'à des personnes seniors et expertes dans leur domaine. La recherche maintenant, je vous ai résumé en une phrase le panel auprès duquel j'ai effectué ma recherche, qui est donc une recherche qualitative et pas une recherche quantitative. Il ne s'agissait pas d'effectuer un sondage, mais plutôt d'interroger des personnes représentatives des différentes situations de cumul d'emploi. Parmi les personnes interrogées, il y a des personnes auto-entrepreneurs, en CDI à temps plein, des personnes à temps partiel. On a vraiment tous les domaines. Et on a même des commerçants, des personnes qui se trouvent gérantes d'activités commerciales. Elles viennent toutes de France, avec une prédominance du Grand Ouest et de Paris. Et voilà ce qu'on peut ressortir de leur personnalité. Je vais ici rappeler que les différentes caractéristiques que je vous note ici concernent bien la totalité des personnes que j'ai interrogées et rencontrées. Les entretiens duraient entre 45 minutes et 1h30. Le rapport distancié à l'argent, pour commencer. Je commence par ce terme-là, puisque sur la seule enquête qu'on possède aujourd'hui sur les slashers, le critère monétaire de développement de sources de revenus supplémentaires est indiqué comme un facteur de choix pour 74% des personnes. Et dans la culture, ce n'est pas le cas. Et c'est un élément assez fort, puisqu'il est ressorti dans absolument tous les entretiens que j'ai menés. Je vous donne sur ce point deux citations. La première, c'est Julia, qui est gérante d'un concept store qu'elle vient d'ouvrir à Paris. Elle est également manager d'artistes et par ailleurs, elle est attachée de presse pour plusieurs artistes. Et donc, elle me dit en entretien, je ne peux pas représenter quelqu'un si je n'ai pas de respect pour la personne. Même si je suis payée 30 000 € pour bosser avec un groupe génial mais qui s'avère être un gros con, je ne pourrais pas le faire, je le sais, c'est plus fort que moi. J'ai été appelée par un manager d'un groupe que j'adore récemment. J'étais hyper contente qu'il m'appelle. On a eu plusieurs rendez-vous téléphoniques, mais je ne le sentais pas, donc je ne l'ai pas fait. Je vous donne cette deuxième citation de Arthur, qui est artiste, auteur-compositeur, interprète, et qui a développé aussi toute une activité de graphisme. Il me dit « J'aime bien l'idée que je m'assume en bricolant entre mes pochettes de disques, la musique et les concerts. Je ne suis pas de nature très angoissée, je sais que je rebondirai toujours. Mais je sais aussi que j'ai des potes qui sont tétanisés par cette question de l'argent. Il leur faut leurs 2000 balles par mois, sinon ils ne savent pas comment ils vont vivre. J'ai jamais pensé à ça, j'arrive à y échapper et j'en suis assez content. » Sur le rejet de la stabilité, ça va vous paraître contradictoire avec ce que je viens de vous dire, puisque le portrait robot du slasher, c'est quelqu'un qui est en CDI dans son activité principale. On a des personnes en CDI dans le panel que je vous ai représenté, néanmoins, ils ne sont pas forcément majoritaires, en tout cas dans cet échantillon que j'ai pu rencontrer. Et surtout, ils placent la question de la routine et de la stabilité à des endroits différents du statut administratif dans lequel ils exercent leur profession. C'est-à-dire que certaines d'entre elles sont en CDI, certes, mais exercent leur métier en CDI dans 3 villes différentes. Donc, la notion de la stabilité, elle est toute relative en fonction du métier qu'on exerce. 2 citations pareilles sur ce point. Julien, qui est chargé de production pour une société de booking,
qui est aussi chargé d'accueil artiste et technique dans une salle, dans une scène nationale, et qui est par ailleurs programmateur pour un festival. Eh bien lui, il me dit, en mars 2017, j'ai décidé que je voulais encore développer de nouvelles activités, mais que mon CDI était devenu bloquant pour moi. J'ai donc décidé de devenir intermittent sur toutes mes activités. On parle donc de quelqu'un qui a, en l'occurrence, une petite fille et qui choisit d'une certaine façon de se précariser pour avoir la possibilité de développer toutes ses activités. Je vous en donne une deuxième. Mélanie, c'est la personne la plus jeune que j'ai rencontrée. Elle est guide touristique, elle est chargée de production et elle est en train de se développer au métier d'animatrice de radio. Et elle me dit, le CDI, ça ne me convient pas, j'ai toujours besoin de faire plein de trucs différents. Je sais que je me lasse très rapidement de mes activités, en général au bout de 2 ans. Être au bureau de 9h à 18h, ça a plutôt tendance à me gonfler. J'ai pas l'impression de pouvoir faire mes plannings comme je voudrais les faire. Le CDI, c'est le schéma classique que la société veut imposer. En quittant mon CDI, j'avais l'impression de quitter mon mec. C'est un sentiment assez fort. Sur les attentes à l'égard du travail, pareil, on est sur un retour extrêmement unanime. Les personnes que j'ai rencontrées attendent de leur travail, non seulement évidemment de l'argent, mais surtout de pouvoir s'épanouir. Et de s'épanouir autour de 2 notions qui sont très importantes, c'est l'apprentissage et le plaisir ressenti dans l'exercice de leurs fonctions. Je vous donne 2 petits exemples également. Louise, qui est rédactrice, traductrice, interprète, qui fait de la voix off et qui a créé une ligne de vêtements pour enfants. Je suis très curieuse, j'ai envie de comprendre comment les choses marchent et se font. Je m'intéresse aux gens, je suis très tournée vers les autres, j'ai besoin d'une stimulation. Je suis très contente quand dans la même semaine, je vais faire de l'industrie pétrolière et après rédiger les discours des plus grands collectionneurs de Soulage. C'est très excitant et satisfaisant pour le cerveau parce que tu apprends. Je vous donne cet autre exemple de Antoine, qui est programmateur dans une salle de concert et qui par ailleurs est directeur artistique pour un festival. Lui me dit, avant, j'avais même pas l'impression d'aller travailler. Je suis toujours hyper content d'y aller. C'est une chance inouïe de pouvoir se dire que tu es content d'aller bosser le matin. Enfin, sur l'engagement personnel fort, on le verra après, c'est un critère assez important des choses que j'ai identifiées dans leur récit. Ces personnes ne peuvent pas travailler dans un collectif s'il n'y a pas d'engagement, j'ai presque envie de dire, extra-contractuel avec les individus avec lesquels ils travaillent. Il y a la question du contrat, il y a la question du travail, mais il y a besoin d'un affect et d'un moteur humain supplémentaire à celui de simplement bien faire son travail. Tania, elle est backlineuse et par ailleurs, elle est praticienne en Reiki et en sophrologie. Et elle m'indique, à propos de son métier de backliner, c'est vraiment des copains avec qui je travaille. Ce que je trouve dans le backline et dans les festivals, je ne le trouve nulle part ailleurs. Ce truc d'être content de se retrouver, il y a une espèce d'esprit de copain de galère, d'avoir froid, qu'il y ait de la boue, qu'il pleuve. On est tous ensemble, il y a une vraie solidarité. On a dormi 4 ou 5 heures, on est fatigué, mais on est content d'être là. C'est un peu maso, en fait, comme job. Et cette deuxième personne, qui s'appelle Yasmina, qui travaille dans un comité d'entreprise et qui par ailleurs est photographe. Elle a développé une activité artistique et elle est aussi photographe pour des mariages. Et elle nous dit, quand j'envoie les photos aux gens et qu'ils me disent qu'ils trouvent ça super, ça me fait plaisir. Pas seulement parce que je me dis je suis super, mais parce que ça fait plaisir aux gens. Ça me fait du bien de leur faire plaisir. Alors, pourquoi ces individus-là doivent, à mon sens, être considérés comme une richesse pour l'entreprise ? Parce qu'ils renouvellent sans cesse et eux-mêmes leur réseau, leurs connaissances, qu'ils organisent une forme de montée en compétences, et on peut le voir dans la littérature en matière de ressources humaines. Très souvent, quand les gens restent dans une activité de manière prolongée, ils peuvent avoir tendance à arrêter de se former. Je vous donne un exemple. Clément, qui est chargé de com, éditeur de presse et par ailleurs formateur. Bosser avec des étudiants, c'est génial, c'est mon bain de jouvence. Ça t'apporte un regard hyper neuf. Ils absorbent, ils apprennent. Dans mes activités de freelance, j'ai rencontré plein de gens extraordinaires, c'est galvanisant. Je vous donne cet autre exemple qui, lui, pour le coup, illustre très bien le fait que les slasheurs font des ponts entre leurs différentes activités et leurs différents collectifs relationnels. Alors lui, il s'appelle Jean, il est assez incroyable. Il est steward chez Air France. Par ailleurs, il est exploitant bénévole d'un cinéma dans le sud-ouest de la France et il est aussi photographe. Et lui, il m'indique en entretien: ce que je fais en étant steward me sert aussi pour le cinéma. L'exemple type, c'est qu'une des bases du métier de steward, c'est d'accueillir les gens dans l'avion. Et à la fin du vol, de faire la prise de congé, de leur dire au revoir. Et ben, c'est ce que je fais quand je suis chez moi au cinéma. Je vais à la salle, j'accueille les gens et je reste jusqu'à la fin de la séance. Je les capte à la sortie pour avoir leur impression.
Et ça provoque un côté beaucoup plus humain que dans les grandes salles. La conséquence, c'est la fidélité. Il a fait quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'avec ces 3 activités, il a créé une activité en soi. C'est-à-dire qu'autour d'un film qui est sorti récemment, qui était consacré à un crash d'aviation, il a fait venir toute une partie de sa compagnie Air France dans son cinéma dans le Sud-Ouest pour faire en sorte, d'une part, que les personnes voient le film, mais qu'elles rencontrent ensuite une compagnie pour savoir comment ça fonctionne dans un avion, quelle est la hiérarchie, comment ça s'organise. Et il a créé un livre de photos autour de cette rencontre-là. Enfin, je parle de remobilisation personnelle. On est tous sujets des fois à des pertes de confiance ou d'envie dans nos différentes activités. Les slashers arrivent en fait justement à s'appuyer sur l'une de leurs activités pour arriver à se remobiliser dans l'autre. Je vous donne l'exemple de Amir, qui est chef sécu dans le spectacle et qui par ailleurs est grutier. J'ai 2 boulots depuis 25 ans pour n'être écœuré ni de l'un ni de l'autre. Ça casse la routine en fait. C'est 2 mondes différents. La journée, c'est les gens réels et la nuit, c'est le superficiel. Maintenant, c'est devenu un besoin. Si j'arrête l'un, il me manque l'autre. On retrouve ça dans à peu près toutes les personnes qui développent des grandes carrières au sein de plusieurs activités en même temps. En fait, elles arrivent à rester dans leurs activités parce qu'elles ont l'autre à côté pour se diversifier. Pardon, je vais trop vite. Quels sont les enjeux pour l'entreprise? Très rapidement, ne pas confondre fidélité et exclusivité professionnelle. L'engagement des slashers, c'est ressorti dans tous les entretiens, il est développé bien au-delà du contrat. C'est-à-dire que ces individus, parce qu'ils ont au sein de leur organisation la possibilité de développer leurs activités, vont faire preuve d'un attachement et d'une loyauté à l'organisation qui dépasse largement le cadre habituel de l'engagement contractuel entre un employeur et un employé. Souplesse, parce qu'il faut arriver à comprendre et à faire preuve de souplesse sans pour autant le voir comme un service rendu à l'individu. Le temps que les slashers passent en dehors de l'entreprise est bien souvent profitable à l'entreprise qui les laisse aller faire autre chose ailleurs. Et le mot de grandir, puisque si les organisations n'arrivent pas à grandir avec les individus qui la composent, il y a un risque à moyen terme, en tout cas concernant les slashers que j'ai rencontrés, que ces individus s'en aillent pour continuer à grandir dans une autre organisation. Pour finir, en quoi les slashers annoncent le futur du travail ? Eh bien, ils l'annoncent parce que 85%, c'est le taux des métiers qui seront pratiqués en 2030 qui n'existent pas encore aujourd'hui. 10, c'est le nombre de métiers que la génération qui naît aujourd'hui exercera en moyenne dans sa vie, au cours de sa vie. Intelligence artificielle, puisque vous l'avez sûrement entendu, notamment dans les travaux de Bernard Stiegler, l'automatisation et l'intelligence artificielle vont détruire une proportion significative des métiers et des emplois qui existent aujourd'hui. On est absolument incapable de définir dans quelle proportion ça va impacter nos vies. Compétences / métiers, parce que aujourd'hui, surtout en France, on a tendance à recruter des gens en fonction des métiers qu'ils ont déjà pratiqués. Et bien ça, c'est fini. C'est-à-dire que demain, si vous ne développez pas de nombreuses compétences, vous risquez à court terme, pour les raisons que j'évoquais précédemment, de ne plus être en phase avec les besoins du travail. Vous l'aurez donc compris, demain, le travail, ça va largement plus ressembler à la page d'accueil de Netflix qu'à une tragédie ancienne. Je vous invite donc, si jamais vous vous êtes posé la question de faire des choix dans vos activités, à ne surtout pas en faire. Voilà, je vous remercie et je finirai en vous précisant que je tiens mon mémoire de recherche, s'il vous intéresse, à disposition, sur demande. Merci à vous.